Salut les Wargamers civils de French Exio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lexa. Pour la lecture et l'analyse du codex Deathwatch. Deathwatch qui sort alors que mine 2, il reste plus beaucoup de codex à sortir pour cette V8. Et c'est assez intéressant de voir que là, ils avaient créé les Custodes avec une petite faction. Là, on s'attendait avec la Deathwatch à avoir un petit peu une sous-faction, en tout cas un codex qu'on n'allait pas être capable de jouer en mode Dex. Et mine 2, on s'est mis le doigt dans l'œil, puisque 104 pages, le bouquin, plein d'entrées, un codex complètement jouable. Tout à fait, Game Workshop a eu l'intelligence d'intégrer toute la gamme des Space Marine Primaris au codex Deathwatch et ça donne un codex très complet. On se retrouve donc les Wargamers pour la lecture et l'analyse du codex Deathwatch, codex qui est un très beau bouquin, puisque pour ce qu'on aurait pu imaginer comme une sous-faction, on est quand même sur un bouquin qui va faire 104 pages, contrairement aux Custodes ou à d'autres personnes en collant, où on va plutôt être sur des bouquins qui vont faire aux alentours de 80 pages. Qu'est-ce que tu en as pensé toi quand tu as eu le bouquin entre les mains, aussi bien au niveau du visuel que du fluff ou des photos, tout compris? En effet, mon cher Evie, c'est un très beau codex avec de très jolies illustrations. Ouais. Comme tu le disais, au niveau du fluff, on a une belle intégration du fluff, du néo-fluff avec le retour de Guilliman, avec la nouvelle faille qui demande plus de ressources à l'Imperium et qui fait intervenir les Primaris dans la Deathwatch. Et ça, c'est super cool de les avoir intégrés. Ouais, c'est vrai qu'en fait, en tout cas, les visuels sont vraiment magnifiques, pour le coup, comme tous les derniers codex, sauf que là, on est vraiment sur une armée qui avait été un petit peu sous-exploitée, qui est arrivée, on va dire, en fin de V7, qui n'avait pas du tout été suivie avec l'index, qui était très dommage d'ailleurs, surtout avec la mort des Dropod, alors qu'on était sur une armée qui, historiquement, en tout cas dans sa façon, dans la façon dont elle avait été conçue, était une armée vraiment coup de poing d'Alpha Strike. Là, ils ont vraiment fait un bouquin dédié, on est sur une vraie faction à part entière, ça fait super plaisir. C'est un petit peu d'ailleurs le codex qui aurait dû s'appeler Primaris, puisque on va le voir au fur et à mesure des différents profils, mais c'est certainement le codex qui va te permettre le plus de jouer des Primaris. Oui, puis en plus, ça booste le nombre d'entrées. C'est vrai qu'avant, quand on n'avait pas les Primaris, c'était un codex avec très peu d'entrées. Là, ça en rajoute pas mal. Ça donnait plus de possibilités de jeu. Et puis, l'intégration des munitions spéciales, les petits stratagèmes, ça a donné vraiment du cachet à l'armée et lui donner plus de style, ça c'est vraiment cool. Ouais, carrément, ouais. En parlant de style, justement, pour l'immersion, je vais lire la phrase d'intro qui décrit un petit peu justement l'univers dans lequel on va se trouver. La menace de l'extraterrestre est omniprésente. De l'Imperium Nihilus au Segmentum Pacificus, les races Xenos grandissent en nombre et en agressivité. Sans contrôle, ces hordes pullulantes saccageant l'Imperium comme des ferrailleurs démantèleraient une épave. Protéger l'humanité de ce sort est le rôle de la Deathwatch. Triés sur le volet, parmi les chapitres Space Marine de l'Empereur, ceux qui servent dans la Deathwatch ont prouvé leur talent contre les Xenos des centaines de fois. Ces héros livrent des guerres secrètes pour repousser la nuée extraterrestre. Leur kill team frappe subitement et avec une absolue précision. Même si on va le voir, quelque chose comme 20 agresseurs dans une liste à 2000 points super occupés qui vont balancer 400 tirs, c'est pas tellement de la précision. Mais s'appuyant sur la vitesse, la stratégie et la force pour annihiler les incursions étrangères avant qu'elles menacent le domaine de l'empereur. C'est classe. Ce qui est charmé, c'est comme tu l'as dit en fait, les stratagèmes en fait sont aussi axés autour du fluff et on va se retrouver avec des stratagèmes qui vont cibler tel ou tel Xenos et ça, c'est un kiff énorme. Et tout à fait, ces gars sont là pour péter de l'extraterrestre et ils le font super bien. Ils sont en noir, ils ont des gros flingues, ils tuent des extraterrestres, c'est le codex Men in Black. Il nous manque plus que Tommy Lee Jones et Will Smith avec des armures énergétiques et on est parti. Tu connais la différence entre toi et moi? Non. Moi, c'est la classe. Elles sont belles. Deux. Les étoiles. On les regarde même plus. En parlant de regarder les étoiles, on va plutôt regarder le codex, puisque comme d'habitude, on va avoir des règles qui vont être génériques, c'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer aux armées, enfin aux unités à partir du moment où elles vont avoir ces aptitudes au niveau de leur datasheet, et aussi des règles qui vont être spécifiques dépendamment de si votre armée est réglementaire et surtout si vous avez un détachement full Deathwatch. On commence néanmoins avec les règles chevaliers de la longue veille, c'est-à-dire les règles qui vont être génériques, avec comme première aptitude, et ils ne connaîtront pas la peur, c'est le fait de pouvoir relancer un test de morale raté avec une unité. C'est vraiment ce qu'on a de standard sur tous les Adeptus Astartes. Heureusement qu'ils connaissent pas la peur, ceux-là. Ah tu m'étonnes. Ensuite, et là par contre, ça va chier, c'est la règle munitions spéciales. Il y a du lourd dès la première page du codex. Ah ouais, clairement. Alors là, les règles du codex. Exactement, ouais. Alors je lis la petite phrase fluff d'ailleurs, parce qu'on est avec la Deathwatch, et la Deathwatch, c'est cool. La Deathwatch utilise une variété de bolts spécialisés dans plusieurs de ses armes. De têtes creuses emplies de gaz surchauffé aux balles qui recouvrent leur cible d'acide, chaque type est conçu pour éliminer des Xenos particuliers avec une efficacité optimale. Optimale. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Ok. Lorsqu'une unité tire avec des armes de la liste suivante, vous pouvez choisir de tirer une munition spéciale. Choisissez alors une sorte de munition du tableau ci-dessous et appliquez les modificateurs
correspondant. On ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des armes qui sont concernées, on va quand même noter qu'en gros c'est l'ensemble des bolters standards qui sont utilisés par les vétérans, les personnages, donc on va parler des pistolets bolters, et aussi des primaris troupes, à savoir les intercessors. Ça ne prend donc pas en compte les armes spé des Hellblasters, les armes spé des Inceptors, et ainsi de suite. Mais les Reavers, eux, sont concernés. Tout à fait, tout ce qui va du pistolet bolter au fusil bolter, grosso modo, tout cet échantillon, tout ce panel d'armes à bolt, et qu'on sait. Et d'ailleurs, la grosse nouveauté, c'est le fait que le Stormbolter est concerné. Et donc ça va nous permettre pour 4 points et quasiment sur toutes les entrées hors primaris, d'avoir des mecs qui vont balancer 4 tirs avec justement le choix des munitions suivantes, avec la Bolt Dragonfire, ajoutez 1 au jet de touche pour cette arme lorsque vous ciblez une unité à couvert. Donc le Bolt Dragonfire, c'est un peu de la merde. Complètement, ouais. En fait c'est d'ailleurs très dommage parce qu'avoir plus 1 pour toucher en soi c'est pas mal. Le problème c'est que on préfère empêcher quelqu'un dans un couvert d'avoir une amélioration de sauvegarde, surtout que s'il y a en général c'est pour être plus tanky, alors que la touche, c'est vrai que c'est pas ouf quoi. Surtout que quand on compare avec les autres munitions spéciales de la liste, on se rend compte que c'est quand même un petit peu anecdotique, quoi. Et vas-y, déroule. On a ensuite la charge Hellfire, et ouais, cette arme blesse toujours sur 2+, sauf contre les véhicules et les unités titanesques. Et ça fait peur quand même. Ça, c'est très 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 fort. On vient de parler justement du fait qu'on avait le Stormbolter, donc en fait on allait pouvoir avoir une saturation énorme avec cette armée-là. En tout cas, le Stormbolter ou les bolters, puisqu'on va voir en gros qu'il va y avoir d'autres munitions aussi pour augmenter la portée et ainsi de suite. Le fait est qu'on va pouvoir saturer énormément. Et tu peux aussi t'imaginer directement là, une escouade de 10 vétérans avec justement des Stormbolters, tu pars sur 40 tirs et ça fait quelque chose comme 7 ou 8 PV sur un Mortarion, puisque ça marche sur les monstres et les grosses endurances. C'est juste trop fort. C'est efficace contre tout, puisque en général on va utiliser ça sur des armes de type bolter avec une force de 4, alors qu'habituellement tu vas blesser sur du 3 à 5, là tu vas tout blesser sur du 2, c'est super fort. Je suis complètement d'accord avec toi. Ensuite, on enchaîne avec la Bolt Kraken, ajouter 3 pouces à la portée de cette arme s'il s'agit d'un pistolet ou 6 pouces dans le cas contraire et améliorer de 1 la PA de l'attaque. Exemple, un PA de 0 devient -1 et un PA de -1 devient -2. Alors ça va être génial sur toutes les armes primaris notamment. Quand on voit que le fusil bolter va passer à portée 36 pouces et qu'il va être PA -2 pour une arme sur de la troupe, c'est assez exceptionnel. Exactement, et puis même en tir rapide à 18. Carrément, vraiment très bonne... On y reviendra aussi quand on rentrera justement dans chaque unité sur quelle est la bolt qui va nous faire rêver, un petit peu la bolt knocker. Mais on peut aussi imaginer des motos, puisque les motos avec leurs bolters jumelés, elles bougent de 14, elles vont passer justement leur portée effective de tir rapide à force 4 PA -1 à 29 pouces. Et ça rigole pas des masses quand même. Ah, ça blague pas du tout. Et pour finir, la charge vengeance, soustrayez 3 pouces à la portée de cette arme s'il s'agit d'un pistolet et 6 pouces dans le cas contraire. Et améliorer de 2 la PA de l'attaque. Exemple, une arme à PA 0 devient -2 jusqu'à un maximum de PA -3. Alors très clairement, on gagne une puissance anti-armure exceptionnelle. Qu'est-ce que t'en penses? Alors attends, je pense que regarde, je vais te faire un Bruce Willis. Elle est pétée cette bolt. Non, franchement, c'est super cool, puisque en gros, tu es juste en train de dire que tu vas transformer tes bolters en canon à fission Necron de chez Mefrit en plus. Ceux qui envoient le plus de la purée. Plus sérieusement, c'est super fort. Et en plus de ça, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quasiment tout le codex peut être équipé de pistolets bolters. Les pistolets bolters ont des munitions spé. Ça veut dire que si jamais vous êtes clic au corps à corps ou que vous, tout simplement, vous vous retrouvez dans un corps à corps, vous allez pouvoir tirer avec vos pistolets en phase de tir au corps à corps. Vous n'en aurez rien à foutre de perdre 3 pouces en portée. Et ça veut dire que vos pistolets seront PA -2. C'est juste super fort. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que tu vas dire qu'on est quand même plus axé sur un codex de tir, et pourtant on va pas chercher la Deathwatch au corps à corps, puisqu'avec leur pistolet, si jamais tu n'arrives pas à les coucher en un tour, et eux ils vont faire le ménage. Moi je reviens encore aussi sur le fusil bolter des primaris qui monte quand même à PA -3, avec une portée de 24 pouces. Tir rapide à 12, c'est assez exceptionnel quand même. Ouais, carrément, ouais. Non, franchement, c'est super fort. En plus, on y reviendra tout à l'heure quand on va voir les stratagèmes, mais on a moyen de faire arriver un certain nombre, on va dire, de Deathwatch très proche de l'ennemi. Et donc, quand on voit en tout cas que on va avoir une portée de tir rapide à 15 qui passe à 12, si on arrive à 9 de l'ennemi,
ben on est à courte portée. Et ça fait vraiment penser à mes frites. Hein. On continue avec la liste d'équipements de la Death Watch, puisque là, pardon, on est quand même sur une particularité au sein des codex Astartes, puisqu'on va retrouver un équipement de la Death Watch, c'est-à-dire que n'importe quel vétéran va pouvoir sélectionner jusqu'à 2 armes de l'équipement. Rien d'extraordinaire en tout cas pour cette partie-là, sauf qu'on va vraiment avoir une grosse malléabilité de pouvoir remplacer le bolter par un bouclier storm, une épée énergétique, une épée tronçonneuse, un gantelet énergétique, des griffes. Hein, il y a énormément de choses dedans. On a aussi tous les types de pistolets. C'est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir en fait s'amuser à faire des petits pistoleros avec 2 pistolets dans les mains. Ou alors des trucs un petit peu plus costauds, puisque on va avoir le bolter stalker, on en parlait tout à l'heure, la faculté d'avoir des bolter storm, tous les combis. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, là où ça devient assez intéressant, c'est que l'armée ne possède pas de canon laser dans son arsenal, sauf pour les armes de Dreadnought. Par contre, ils vont avoir la particularité d'avoir des armes qui leur sont propres, avec le canon frag et le bolter lourd Infernus. Donc le canon frag, c'est une arme d'assaut qui fait assaut 2, qui coûte quand même 25 points, mais qui se rapproche d'un profil de canon laser, puisque quand il est à 12 pouces, il va être force 9 et damage 3. Et ça, c'est vraiment cool. Hein. Le canon frag qui est en fait un canon laser en plus polyvalent, étant donné qu'il a plusieurs profils de tir. Et ça, c'est vraiment sympa comme arme, de pouvoir s'adapter un petit peu à la situation, quoi. Exactement, tu parles de polyvalence, on va aussi avoir donc le bolter lourd Infernus, qui pour le coup est soit un bolter lourd, soit un lance-flamme lourd. Mais tu payes cette malléabilité, puisque il est quand même à 20 points pour les deux, alors que le bolter lourd, lui, est à 10. Et aussi, dernière petite particularité, c'est le fait pour les Terminators d'avoir dans l'arsenal la possibilité d'avoir des gantelets énergétiques et fuseurs. Alors, c'est pas une entrée au niveau de la liste des entrées en points, puisqu'on va devoir tout simplement additionner les deux. Le fait est que c'est assez intéressant. C'est quand même super classe. Déjà, le gantelet, c'est cool. Le fuseur, c'est très cool. Mettre les deux ensemble, c'est super cool. Partant de ce postulat, oui. On continue avec les règles spécifiques puisqu'elles ne s'appliqueront que si jamais vous avez une armée qui est réglementaire et que vos détachements sont full keyword Deathwatch. Vous allez donc pouvoir hériter de certaines aptitudes. Si votre armée est réglementaire, les unités de troupes des détachements Deathwatch gagnent l'aptitude défenseur de l'humanité. C'est ni plus ni moins qu'objectif sécurisé. De plus, les unités d'infanterie, de motards et dreadnought des détachements Deathwatch gagnent l'aptitude tactique de mission. Tactique de mission. Les unités avec cette aptitude gagnent un bonus pendant la bataille en fonction des tactiques de mission qu'elles emploient. Avant la bataille, choisissez une des tactiques de mission suivantes. La tactique choisie restera active pour toute la bataille, bien qu'il puisse être possible de changer de tactique pendant la bataille, grâce à des stratagèmes ou autre chose. Tant qu'une tactique est active, elle affecte toutes les unités de votre armée qui ont l'aptitude tactique de mission. C'est très simple, en gros il va y avoir une tactique par type d'entrée dans un codex, par rôle dans un codex. On va avoir tactique fureur. Lorsque vous attaquez une unité ennemie avec le rôle tactique troupe, vous pourrez relancer les jets de blessure de 1. En gros, on va pouvoir relancer les jets de blessure de 1 qui ont le rôle tactique attaque rapide, troupe, on vient de le voir, élite, soutien ou seigneur de guerre, c'est la même technique là pour le coup, QG et aéronef. C'est vraiment une très bonne amélioration pour l'armée. Et ça va donner encore plus de puissance de feu, encore plus améliorer cette puissance de saturation qui est déjà très grande avec les munitions spéciales. Donc on a quelque chose qui est en plus fluff, donc c'est vraiment super cool. Carrément, hein. Et puis on le dit relativement souvent, mais ça n'est quand même pas forcément facile d'avoir une fiabilisation des blessures. Sauf un lieutenant, là on va être capable d'avoir un lieutenant passif pour un type de rôle. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Et du coup on pourrait penser que ces tactiques de mission vont être un petit peu compliquées à utiliser parce qu'elles ne peuvent être utilisées que sur un type de rôle tactique par bataille, mais en fait on va voir qu'il y a des stratagèmes, des traits de seigneur de guerre, même des reliques qui permettent plus de maniabilité que dessus, donc c'est vraiment sympa. Carrément, ouais. Et c'est même marrant parce que tu parles justement de techniques pour fiabiliser, on va dire, la létalité d'une armée. Et là, on est vraiment dans un codex qui est comme ça. Puisque là, on vient de le voir, on va pas être capable de relancer les 1 pour blesser sur un type de rôle. On y reviendra tout à l'heure, mais on a un stratagème pour améliorer aussi de 1 les jets de blessure sur un rôle. Mis bout à bout, on va vraiment être capable de faire chier le Xenos qui nous casse les couilles. Ils sont clairement là pour ça, pour dézinguer du Xenos. On enchaîne les règles spé, comme tu le disais, justement avec les traits de seigneur de guerre. Ils sont pas folichons, donc je vais les lire assez vite, tu nous les commentes. On commence avec Fléau des monstruosités. Vous pouvez relancer les jets de blessures ratés pour votre seigneur de guerre lorsqu'il attaque des véhicules ou des monstres ennemis. C'est pas folichon parce que les seigneurs de guerre, les gros patrons vont pas avoir des armes dévastatrices. Donc ça va pas vraiment être significatif en termes de destruction. Ouais, on est vraiment sur un codex où ça va être des totems. De manière générale, pour les traits de seigneur de guerre, ce qui les rend un trait de seigneur de guerre un petit peu fort, c'est quand il impacte un peu toute l'armée. Que ce soit ceux qui donnent des bonus de commandement, ceux qui donnent des zones et tout.
Ou alors qui permettent vraiment de résoudre une situation, comme le sprint auto de la garde imp à 6 qui permet d'aller chercher la RX. Ce genre de truc va être très utile. Ce genre de petits bonus de dégâts, en général, ça va pas apporter grand-chose d'un point de vue global pour une arme. Complètement, ouais. Ensuite, je passe à Seigneur du savoir caché. Une fois par bataille, si votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez relancer un jet de touche, de blessure, de dégâts ou de sauvegarde. De plus, si votre armée est réglementaire et que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un D6 chaque fois que vous utilisez un stratagème sur 5+, vous gagnez 1 point de commandement. Avant que tu le commandes, c'est assez clair, c'est même d'ailleurs plutôt pas mal puisqu'ils ont repris le wording qu'on a vu dans la Big Fac, c'est-à-dire que le seigneur de guerre doit non seulement être en vie, mais surtout il doit être sur le champ de bataille. Et pour le coup, quel que soit le nombre de points de commandement qu'on utilise pour un stratagème, on n'en récupérera qu'un seul. Donc c'est assez équilibré. Ça, c'est très clairement un bon trait de seigneur de guerre, hein, en plus de la relance qui presque nous donne un chamallow, comme tu aimes bien dire, en plus. On va avoir bien sûr le fait de reprendre des points de commandement et c'est très très cool. Ouais, carrément, ouais. Ensuite, gardien de la crypte noire. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts d'une des armes de votre seigneur de guerre. Notez qu'il ne peut pas s'agir d'une relique des vigilants et que cela ne peut pas affecter une arme utilisant les Fléobolt d'Erixia. Encore une fois, du bonus de dégâts, donc c'est quelque chose de un peu gadget. Personnellement, je n'utiliserais pas ce genre de trait de seigneur de guerre, ça apporte pas grand chose à l'armée. Ouais, complètement. Surtout qu'on a été assez frustrés quand on a justement essayé de voir si on pouvait pas se faire des capitaines Deathwatch assez couillus, assez charismatiques. Et on est assez bridé justement par leur choix d'équipement. Et ça, c'est vraiment dommage, dépendamment de comment est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'ils vont être en Terminator et ainsi de suite. Je continue avec Getter éternel. Jetez un D6 à chaque fois qu'une figurine Deathwatch de votre armée à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre perd son dernier point de vie. Sur 6, le PV n'est pas perdu. C'est, je pense, un trait de seigneur de guerre qui est pas mal. On gagne un 6ème de PV par figurine. Que ce soit par exemple sur du véhicule, ça peut être assez intéressant. Par contre, le petit problème, c'est que ça marche que à la figurine, donc ça nécessite d'avoir des figurines quand même très regroupées autour du seigneur de guerre. Et surtout, de prendre le risque de retirer, puisque d'allouer les blessures sur celles qui sont à portée de 6. Et comme on va l'utiliser pour une bulle, on risque aussi de s'auto-couper sa bulle. C'est ça. Ensuite, je continue avec Vigilance incarnée. Une fois par bataille, au début de votre tour, vous pouvez choisir de changer la tactique de mission actuelle de votre armée. Alors ça, c'est un doublon d'un stratagème qui est dans le codex, qui peut être utile, mais je pense qu'il sera un petit peu en concurrence avec le fait de reprendre des points de commandement, qui fait un petit peu la même chose au final. Ouais, carrément, ouais. Et un de mes préférés, nulle part où se cacher, au début de chacune de vos phases de tir. Choisissez une unité ennemie n'importe où sur le champ de bataille pour la durée de la phase. Cette unité ne bénéficie pas du couvert contre les attaques des unités Deathwatch de votre armée à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Un ignorant les couverts, combiné avec toutes les bonus, enfin les malus de pénétration d'armure que peut avoir la Deathwatch, ça permet vraiment d'attaquer les unités fortement armurées, retranchées dans les couverts, comme les Space Marines, qui parfois dans une ruine vont être un peu chiants à déloger. Ça donne un peu plus d'impact encore, donc ça va avec l'aspect global, l'esprit global qui est de impacter fort au tir. Carrément, et il faudra juste leur mettre une épaulette jaune, et on saura pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça. Parmi tous ces traits seigneurs de guerre, on va juste préciser que Capitaine Artemis va avoir Vigilance incarnée, donc le fait de pouvoir changer la tactique de mission. Toi, parmi ces traits de seigneur de guerre, lequel tu choisirais ? Je pense que je vais tester, mais j'hésiterai entre le numéro 2, donc pour les points de commandement, et celui qui donne le Finopen à 6. On passe du coup aux reliques des vigilants. Donc on a différents petits types de reliques, on n'en a pas énormément, je crois 6 dans le codex. Page, ouais. Donc c'est une petite page de reliques pour nos amis les Deathwatch. Il y en a quelques-uns qui vont être pas très intéressants, qui vont être des bonus de dégâts, comme on l'a dit, très situationnels et vraiment pas impactants. Et on va en avoir quelques-uns qui sont pour le coup très intéressants, et je vais commencer par la balise Angélis. Une fois par bataille, à la fin de votre phase de mouvement, le porteur peut utiliser la balise Angélis pour téléporter une unité ennemie sur sa position. Alors là, je pense que c'est une petite faute de frappe, ça va être plutôt une unité amie sur sa position. Bien sûr, ouais. Parce que le texte suivant, c'est lorsqu'il le fait, choisissez une unité de Deathwatch amie d'infanterie ou de motard qui se trouve soit sur le champ de bataille, soit dans un téléportarium. Dans tous les cas, retirez cette unité et placez-la entièrement à 6 pouces ou moins du porteur et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Toute figurine ne pouvant pas être placée de la sorte est tuée. C'est super fort. Je sais que tu l'aimes bien celui-là. Ah, mais en fait, déjà, je l'aime bien parce que historiquement, en fait, c'est celui qui te permettait de téléporter un Land Raider et de débarquer après. Enfin, je parle de ça, c'était en V7. Donc, c'était vraiment le seul trick qui rendait le codex super excitant. Là, il est beaucoup plus équilibré. On sort d'un Faxemol où on apprend aussi qu'on n'a pas le droit de faible pour quelle que soit la raison à 9 pouces de l'ennemi, enfin excuse-moi, en dehors de sa zone de déploiement au tour 1. Donc là pour le coup on est clairement dans cette situation-là, donc c'est une balise qui ne sera utilisée que justement à partir du tour 2, en tout cas pour être vraiment agressif. On peut aussi l'utiliser en défensif mais ça n'a pas tellement d'intérêt, si ce n'est pour rapatrier de gauche à droite
une unité. À noter quand même qu'il va falloir, à mon avis, que cette relique soit faquée, puisque c'est une fois par bataille à la fin de votre phase de mouvement. Or, les FEP se font aussi à la phase de mouvement. Est-ce qu'on a le droit d'arriver avec un capitaine en armure Terminator au tour 2 par exemple, chez l'ennemi, et de téléporter juste après une unité, pourquoi pas, de 6 motos qui seraient restées dans notre camp. Et là, pour le coup, on imagine un petit peu quand même le potentiel de létalité de ce genre de choses. On y reviendra tout à l'heure, mais on va aussi avoir des escouades de Hellblaster qu'on va être capable de mettre en téléportarium. Tu peux aussi te dire, c'est quoi, tour 2, je fais et je sors une unité, et tour 3, je me téléporte de l'autre côté de la table parce que j'avais caché un petit personnage dans une ruine, tu vois ce que je veux dire, justement pour faire du ping-pong. Et ça donne énormément de mobilité à une armée qui n'en a pas une fois ses FEP faites. Et ça, c'est cool. Et tout à fait, c'est un des problèmes un peu global de tous les codex Space Marine, c'est leur incapacité à aller loin dans le terrain, à se déplacer, le manque de rapidité de leur transport, le fait que quand ils sortent de leur transport, en général, ils ont moins de bonus de mouvement, je pense aux agresseurs et à tout ce genre de figurines. Et là, on a vraiment dans ce codex, un peu comme pour la Raven Guard, on a des particularités qui vont nous permettre d'amener plus rapidement nos figurines au contact. Ça, c'est vraiment appréciable. Carrément, ouais. Je continue. Du coup, apparemment, dans le 41e millénaire, il faut avoir une armure noire pour aller vite près de l'ennemi. Je continue avec le Dominus Aegis. T'en parlais tout à l'heure, il existe un seigneur de guerre qui nous permet à 6 pouces de notre QG, de notre personnage qui est choisi comme seigneur de guerre, de pouvoir annuler les PV perdus sur du 6. Et là en plus, avec le Dominus Aegis figurine avec bouclier Storm uniquement, le Dominus Aegis remplace le bouclier Storm du porteur. Le porteur a une sauvegarde invulnérable de 3+, 2+, si le porteur ne se déplace pas lors de votre phase de mouvement. Alors, au début de votre phase de mouvement suivante, les figurines Deathwatch amis à 6 pouces ou moins de lui gagnent une sauvegarde invulnérable à 5+, c'est figurine. Ça marche aussi, comme tu le disais tout à l'heure, sur un tank. Donc, ça commence à être pas mal. On a pas mal de petites choses pour gagner de la résistance. Je pense aussi, ça c'est une volonté de Games Workshop d'essayer un petit peu de rendre les tours 1 moins létales. On le voit dans le codex avec l'invulnérable à 5, le pseudo Feel No Pain à 6. Peut-être une volonté un petit peu que les parties durent plus longtemps et soient moins gérées à partir du tour 1. On va finir les reliques avec le grimoire d'Ectoclades. Au début de chacun de vos tours, choisissez une tactique de mission. Donc ça, c'est ce qui permet de relancer les 1. Pour blesser sur un rôle rôle tactique, tout à fait. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous pouvez choisir d'appliquer soit les effets de la tactique de mission active, soit ceux de la tactique de mission choisie pour le grimoire d'Ectoclades à chaque unité Deathwatch de votre armée à 6 pouces ou moins du porteur chaque fois qu'elle attaque. En gros, ça nous donne la possibilité d'utiliser une autre tactique sur un petit groupe d'unités autour du porteur du grimoire et donc de gagner un peu plus en polyvalence sur ces tactiques-là. C'est fort, encore une fois, tu vas pouvoir fiabiliser sur différentes unités. Et on le verra, mais sur une armée Deathwatch, en général, on va être capable de cibler 3 unités par tour, on va dire, pour vraiment leur faire mal. Et c'est cool, puisqu'en créant une bonne bulle, avec encore une fois un personnage qu'on va chercher mobile, ou en tout cas qu'on va chercher à placer là où on veut sur le champ de bataille, on va pouvoir un petit peu justement adapter cette tactique-là. On enchaîne ensuite avec la magie, c'est-à-dire la discipline Librarius. Et là, pour le coup, ça va manquer un petit peu de saveur puisqu'on est sur un copier-coller de la discipline des Space Marines. Et comme on est dans un codex Deathwatch, on aurait aimé justement avoir des sorts, pas forcément les plus forts, mais en tout cas des sorts des Dark Angel, des sorts des Blood Angel. Voilà, un petit portefeuille, on va dire, de sorts. Et c'est un petit peu dommage. En tout cas, on connaît la discipline Librarius. Je vais quand même très rapidement relire les sorts et tu vas pouvoir justement nous faire un petit update sur l'utilité de ces derniers par rapport à l'évolution du méta depuis la sortie du codex SM. On commence tout de suite avec le sort numéro 1, Voile du Temps, qui se lance avec une charge war de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité Adeptus Astartes à 18 pouces ou moins du Psyker. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, vous pouvez relancer vos jets de charge et d'advance pour cette unité et elle combattra toujours en premier en phase de combat, même sans avoir chargé. Si l'ennemi a des unités qui ont chargé ou qui possèdent une aptitude similaire, choisissez une unité à tour de rôle pour combattre, en commençant par le joueur dont c'est le tour. C'est un sort qui est plutôt utile, par exemple pour mettre une ligne de contact en protection d'une base de tir, lui dire qu'elle va taper en premier, ça peut être assez intéressant. Après, c'est pas non plus un sort game break, quoi. On va pas se mentir, il n'est pas là pour retourner une game, mais il peut être utilisable, donc déjà c'est pas mal. En parlant de sorts qui ne vont pas révolutionner la game, c'est Puissance des héros qui a une valeur charge war de 6. Il est manifesté, choisissez une figurine Adeptus Astartes à 12 pas ou moins du Psyker. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, ajoutez 1 à la caractéristique de force, endurance et attaque de cette figurine. Si une attaque touche une unité avec plus d'une caractéristique d'endurance, utilisez la valeur la plus basse pour effectuer le jet de blessure.
Avant que tu puisses commenter, je vais quand même préciser que c'est un sort qui impacte les unités Adeptus Astartes. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, on sort aussi d'un Faxemol et on va quand même préciser donc que c'est typiquement le genre de sort qu'on va pouvoir utiliser sur une autre unité d'un autre détachement. Il suffit juste qu'elle ait le keyword Adeptus Astartes pour ça. Tout à fait. Après, ça reste quand même un sort qui est assez gadget. Gagner 1 de bonus en attaque, force, tout ça, c'est pas très. Ça va pas casser 3 pattes à un canard, tu vois. Et du coup, on n'a pas spécialement, c'est pas spécialement le genre de sort qu'on va prendre, on va pouvoir sélectionner les 2 sorts de notre Librarian. Carrément, c'est pas celui qu'on a envie de prendre. On continue en tout cas avec un qui peut justement donner une optique un petit peu plus agressive à notre Librarian, c'est Fléau Psychique qui a une valeur chargeoire de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du Psycheur, puis jetez un D6 et ajoutez le commandement du Psycheur au résultat. Votre adversaire jette alors un D6 et ajoute le commandement de son unité au résultat. Si le total du Psycheur est supérieur à celui de l'ennemi, l'unité subit D3 blessures mortelles. S'il est égal, l'unité subit une seule blessure mortelle. Et s'il est inférieur, dans ton cul, il se passe rien. C'est un sort qui est plutôt efficace en réalité au final, qui rajoute de la blessure mortelle. C'est pas quelque chose qu'on va trouver en masse dans le codex non plus. Et du coup, ça peut permettre également de cibler les personnages. Donc c'est un sort plutôt intéressant. Pareil, il va pas révolutionner, mais on voit qu'on est dans une dynamique avec les Big Fac où on va nerfer de plus en plus les smites. Ça va être un peu plus difficile pour les codex autres que ceux qui ont des conflits de sorts de psycheurs ou de sorciers de faire de la blessure mortelle magique. Et là, ça permet de le faire, donc c'est pas mal. Ouais, carrément. En parlant justement aussi de blessures mortelles, on continue avec Fureur des Anciens, qui a une valeur chargeoire de 7. S'il est manifesté, jetez 3d6 et choisissez une figurine ennemie visible du Psycheur et située dans une distance en pouces inférieure ou égale au résultat obtenu. Tracez une ligne imaginaire entre le Psycheur et cette figurine. Chaque unité ennemie traversée ou survolée par cette ligne subit une blessure mortelle. Un petit peu la même chose que le sort précédent, avec malheureusement un peu moins de portée, donc un peu plus compliqué à passer. Et derrière, une seule blessure mortelle, en plus avec une charge warp de 7, un peu moins bon. C'est surtout en fait, encore une fois, qui va être mis en comparaison avec d'autres. On y arrive, pas encore, mais on y arrive. Forteresse Psychique qui lui a une valeur de charge warp de 5. S'il est manifesté, choisissez une unité Adeptus Astartes amie à 18 pouces ou moins du Psycheur. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, cette unité réussit automatiquement les tests de morale et vous pouvez jeter un D6 à chaque fois qu'elle subit une blessure mortelle à cause d'un pouvoir psychique. Sur 4+, cette blessure mortelle est ignorée. C'est un pouvoir qui est assez intéressant. Étant donné qu'on est dans un jeu où on peut changer les pouvoirs psychiques au début de la partie, quand on sait qu'on va affronter par exemple une liste avec beaucoup de psychers, je pense à du Tsench, c'est le genre de sort qu'on peut prendre si on a une unité ou un véhicule ou quelque chose dont on a vraiment besoin qui survive à une phase psychique un peu trop puissante de la part de l'adversaire, on peut essayer de le jeter pour le préserver. Carrément, ouais. Ensuite, je termine avec Zone Neutre, qui est certainement, on va dire, un des sorts qui peut faire la différence au sein d'une partie, puisque Zone Neutre a une valeur charge warp de 8. S'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins du Psycheur, les figurines ennemies ne peuvent pas tenter de sauvegarde invulnérable et doivent diviser par 2 le résultat des tests psychiques qu'elles effectuent. Bon, c'est clairement le sort qui est fait pour le codex. On a un codex qui a une capacité à avoir de la pénétration d'armure extrêmement haute. Donc le truc qui contre ça, c'est les invulnérables. Et là, on peut les enlever. Alors, le seul problème, c'est évidemment il a que 6 pas de portée. Donc il faut absolument que ce soit sur un Librarian avec un réacteur dorsal pour l'amener à portée. Mais c'est vraiment le genre de sort qui peut changer la partie. Sur la grosse unité adverse, je pense par exemple aux Custodes, avec toute la PA qu'on va avoir, on va leur enlever leur armure assez facilement. Et puis derrière, on va leur enlever leur invul si on y arrive. Et ça peut vraiment changer toute une partie. Carrément, ouais. Et à contrario, là, tu donnes des exemples justement avec une armée vraiment élitiste. Moi, je vois aussi bien une escouade de 30 démons. Tu leur enlèves leur invul à 5 et là, tu utilises les bolts qui te blessent sur du 2+. Le mec va devoir faire tellement de sauvegarde à 6 que tu vas lui raser. Chaque unité blessée sera quasiment supprimée. Hein. Tout à fait. Bon, après, le gros problème, c'est que ça reste à la figurine. Ouais. Donc, c'est un sort qui va vraiment être compliqué à utiliser, mais l'avoir quand même dans son sac, dans sa petite poche à sort surprise, ça peut toujours faire la différence. Ah, puis comme tu le disais, encore une fois, la latitude, c'est de pouvoir choisir ses sorts au début de la partie. Et tu sais que tu vas tomber, je sais pas, un Mortarion ou n'importe quoi, ou tu donnes l'exemple des Custodes, où ils vont pas avoir des unités qui vont couvrir énormément non plus sur la table. Franchement, ça se prend.
On s'attaque maintenant aux stratagèmes et pour le coup ils sont nombreux et ils sont surtout bons et en accord et avec le fluff et avec la poutre mon pote. Je commence juste par survoler certains stratagèmes habituels comme le obus Hellfire qui pour le coup a été adapté et qui va permettre d'être utilisé aussi sur comme d'habitude un bolter lourd mais un bolter lourd Infernus. Et ça fait plaisir en fait de voir qu'ils ont adapté le codex, les stratagèmes. C'est cool qu'ils aient pensé à ce genre de petite précision qui fait qu'il y a moins de bugs, de moins en moins de bugs dans les codex et que petit à petit avec les FAQ et toutes ces petites choses, c'est de plus en plus précis et c'est agréable. Ouais, carrément, ouais. On va retrouver un stratagème qui, pour un PC, va nous permettre sur un véhicule d'ignorer les mortels sur du 5 pendant toute une phase. Mais vraiment, le premier sur lequel on va s'attarder, c'est Téléportarium, puisqu'il va valoir de 1 à 3 PC. Utilisez ce stratagème au déploiement. Pour chaque point de commandement dépensé dans ce stratagème, vous pouvez placer soit une unité d'infanterie Deathwatch, soit un Dreadnought Deathwatch dans un Téléportarium et non sur le champ de bataille. À la fin d'une de vos phases de mouvement, chaque unité dans un Téléportarium peut se téléporter au combat, placée là n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. À savoir qu'on ne peut utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Et donc en plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis un petit garde-fou, puisqu'on l'a vu encore une fois dans cette Big Fac, les stratagèmes avant le début de la partie sont spammables. Et là, ça ne sera qu'une seule fois, donc au maximum 3 unités en téléportarium. C'est vraiment très, très intéressant comme stratagème parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de primaries dans le codex. Et la faiblesse des primaries, c'est qu'à part aller dans un répulsor ou avoir directement de quoi FP ou par exemple en Raven Guard, ils ont vraiment du mal à se retrouver au contact de l'ennemi. Et une des unités qui a une puissance de feu colossale chez les primaris, mais qui reste assez fragile, c'est le Hellblaster. Et là, on a une capacité à pouvoir faire FP les Hellblasters avec des armes à tir rapide, balancer une grosse douche de plasma, avec en plus les bonus même du codex, comme les tactiques de mission qui vont leur permettre d'avoir des placements encore plus violents que dans les autres codex. Et ça, c'est vraiment super cool. Ouais, carrément, ça va devenir difficile à esquiver, parce que même avec ton petit cordon à 9 pouces, comme tu viens de le dire, avec une arme qui a une portée de 30, qui passe en tir rapide à 15 pouces, franchement, c'est assez compliqué à esquiver. Et là, on parle d'Hellblaster. Ça marche aussi justement sur n'importe quelle figurine qui va vouloir saturer avec des munitions spécialisées. Que ce soit 10 vétérans avec des Bolter Storm, que ce soit des intercessors, toutes ces unités qui ont besoin d'arriver au contact, qui sont efficaces quand elles sont à mi-portée de leurs armes, donc en général c'est entre 12 et 15 pouces on va dire. Là ils vont vraiment gagner en impact et leur capacité à ne pas être sur le champ de bataille, à être en réserve pour pouvoir arriver et comme un marteau sur l'ennemi, c'est vraiment super cool. Carrément. Encore une fois, je le précise, on est quand même là à l'ère de la Big Fac et en bêta par contre, est pour rappel la règle qui ne permet pas d'être placé après un téléportarium en dehors de sa zone de déploiement et surtout au fait qu'il faut avoir sur la table au moment du déploiement au moins 50% de ses points de puissance. Et c'est là où ça va être un petit peu difficile en tout cas, ça va être quand de s'imaginer vouloir placer, je sais pas, 3 x 10 unités, 3 x 10 Space Marine. Au hasard 3 fois Hellblaster, on va quand même être à plus de 50% des pauses. Donc on va devoir soit se brider un petit peu, soit voir ce qu'on met à côté pour équilibrer un petit peu les points. Ensuite, autre stratagème intéressant, puisque celui-là est vraiment spécifique, c'est la tactique d'adaptation qui vaut 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème au début d'un de vos tours après le premier pour changer la tactique de mission actuelle. À savoir quand même que si jamais notre QG est un Watchmaster, ce stratagème ne vaut qu'un au lieu de 2 PC. Un stratagème qui va vraiment avec l'armée, on va gagner en modularité sur les tactiques de mission, c'est super cool. En plus, le petit côté fluff, si tu as un Watchmaster qui est un peu l'équivalent chef de maître de chapitre de la Deathwatch, ça te coûte moins cher parce qu'il maîtrise mieux les tactiques de l'armée, donc c'est super sympa. Et en plus, c'est fluff et en cohérence justement avec le codex V7. Tout à fait. On passe ensuite au stratagème spécifique pour l'AT du Xenos et on commence avec endiguer la marée verte pour 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème juste avant de tirer en état d'alerte avec une unité Deathwatch de votre armée contre une unité orc qui charge. L'adversaire doit soustraire 1 à la distance de charge pour chaque figurine de l'unité qui charge tuée par les tirs en état d'alerte de votre unité. Ça c'est super drôle. C'est-à-dire que quand vos mecs vont tirer sur des orcs, à chaque orc qui meurt, c'est 1 pouce en moins sur la charge. Ah non, c'est super marrant, c'est super fort surtout. Déjà parce que c'est ultra cool de se dire que là, ça y est, on arrive dans le portefeuille des stratagèmes qui vont vraiment être propres à la Deathwatch. Franchement, ça n'existe nulle part ailleurs. Quintessence du codex. Exactement. Non mais c'est exactement ça, on arrive à la quintessence, parce qu'il fallait sortir ce mot du codex. C'est vraiment cool. Et attention, c'est unité Deathwatch. Le petit orc, en tout cas la bande d'orcs qui se téléporte à 9 pouces de ton répulsor, il va quand même foncièrement l'avoir dans le cul parce qu'il va galérer à charger un répulsor à cause de sa règle de base. Et en plus de ça, vu la saturation d'un répulsor, il va devoir, comme tu l'as dit, chaque fois qu'on tire une figurine, reculer d'1 pouce. Et ça, c'est vraiment fort. On continue avec un stratagème un petit peu plus marrant, c'est brouilleur de ciblage. C'est clairement pour le mettre dans le cul des taux, puisque pour un seul point de commandement, utilisez ce stratagème juste après qu'une unité Deathwatch de votre armée a été touchée par au moins un désignateur laser
taux empire. Retirez tous les pions désignateurs laser de cette unité. Pour un PC, on va pouvoir contrer une phase de désignation taux, enfin un tir de désignation taux. C'est sympa, mais le problème c'est qu'il risque d'en avoir beaucoup et du coup on aura du mal à tout esquiver. Faut être réaliste. En termes de source, termes de source. En termes de source, ouais, carrément, ouais. Après, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, des primaires dans une ruine, c'est casse-couille pour qu'un peu que le taux, il arrive à avoir un ignore cover sur toi. Au moment où il arrive à mettre le stack qui suffit, tu sors ton stratagème et tu auras ta 2+. Et ça, c'est cool. Tout à fait. On passe maintenant au stratagème pour gérer nos amis en collant les Eldar. Salve d'interception pour 2 PC. Utilisez ce stratagème juste après que l'adversaire a déplacé une unité Eldari ennemie avec le mot-clé vol à sa phase de mouvement. Choisissez l'unité Deathwatch de votre armée à 12 pouces ou moins. Cette unité peut aussitôt tirer sur l'unité ennemie comme s'il s'agissait de votre phase de tir. Mais vous devez soustraire 1 au jet de touche résultant. Super fort. Un scan de specs qui est en phase de mouvement, c'est super fort. Très clairement. Et puis il est là pour éclater la gueule des lances de lumière, très clairement. Alors carrément, c'est marrant parce que c'est à Eldari. C'est-à-dire que c'est toutes les oreilles pointues. C'est super fort. Je pense que les Deathwatch, ils n'ont pas trop de considération. Toi, t'as des collants, des oreilles pointues, t'es là pour mourir. A noter toutefois que ce sera vraiment en phase de mouvement que ce stratagème sera utilisable. Donc si jamais l'Eldar a l'intelligence de vous faire un petit mouvement pendant sa phase psychique au hasard, vous serez niqué. Bon, c'est déjà pas mal de pouvoir avoir un scan d'ospex spécifique en phase de mouvement. Oui, puis c'est cool. Le mec peut aussi ne pas le voir venir. Ton pote qui joue Eldar, il croit en sa supériorité absolue sur toi et puis tu vas quand même essayer de lui casser la gueule. Ouais. Et là, c'est amusé sur la whisky, mon con. On continue avec les stratagèmes qui sont spécifiques justement à certains codex Xenos avec rupture synaptique. Utilisez ce stratagème et il en vaut 2 juste avant de choisir les cibles pour une unité Deathwatch de votre armée en phase de tir. Cette unité peut cibler ce tour des personnages synapses même s'ils ne sont pas les unités ennemies les plus proches. Et là tu te dis, le zoanthrope, là, foncièrement dans le cul. C'est un stratagème qui est assez sympa pour par exemple tuer un perso zoanthrope qui serait un peu planqué derrière, ou même un petit perso Genestealer Alpha, ce genre de choses. Après, clairement, on va pas pouvoir s'attaquer aux grosses bestioles du codex, les princes, ce genre de choses. Mais c'est quand même un petit bonus. Ça peut toujours être utile. Carrément, ouais. Et pour finir sur les derniers stratagèmes spécifiques aux Xenos, on va passer à surextermination. Utilisez ce stratagème au début du tour de l'adversaire, avant qu'il utilise l'aptitude protocole de réanimation d'une unité de Necron à 12 pouces ou moins d'une unité Deathwatch de votre armée. L'adversaire doit soustraire 1 au jet de protocole de réanimation pour cette unité à ce tour. Ça fait plaisir. C'est sympa. Un petit -1 au protocole des Necrons, juste pour qu'il se relève un peu moins. Ouais, carrément, putain, c'est un PC contrairement aux autres qui, pour la plupart, en valaient 2, sauf pour le taux. Donc non, franchement, c'est vraiment pas mal. On continue les stratagèmes avec l'obus Tempest qui vaut 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème juste avant qu'une figurine d'infanterie Deathwatch de votre armée attaque un véhicule avec une arme pouvant tirer des munitions spéciales. N'effectuez qu'un seul jet de touche pour l'arme à cette phase. Toutefois, s'il touche, la cible subit des 3 blessures mortelles. Alors c'est vraiment marrant puisque tu vas avoir l'obus Hellfire, tu vas avoir le missile flak et tu vas avoir le obus Tempest et qui fait que pour 3 points de commandement, tu vas pouvoir, si jamais c'est un véhicule qui a le mot-clé vol, lui balancer 3d3 blessures mortelles en phase de tir. C'est quand même super fort. C'est super fort. Bon, moi en général, c'est dans ces cas-là que je fais que des 1 et des 2, mais c'est super fort. On termine les stratagèmes avec toutes les doctrines qui sont pour le coup assez sympathiques. Elles valent toutes 2 points de commandement et elles ont tous le mécanisme suivant qui est qu'au moment où on va déclarer qu'une unité de Deathwatch va tirer sur un ennemi, dépendamment du rôle de cet ennemi, il pourra ajouter 1 à ses jets de blessure. Petit exemple avec la doctrine Furor, utilisez ce stratagème juste avant qu'une unité Deathwatch de votre armée attaque une unité ennemie au rôle tactique troupe, ajoutez 1 à ses jets de blessure pour cette attaque. Et tu te dis putain c'est fort. C'est des doctrines qui sont extrêmement fortes et qui en plus se conjuguent aux tactiques de mission et permettent vraiment d'appuyer sur un type d'unité ennemie. Donc c'est vraiment très intéressant. Comme tu disais, améliorer le fait de blesser, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui en V8 dans Warhammer 40 000. Et là, c'est un codex qui le fait beaucoup et au tir en plus. Donc c'est vraiment très très fort. Ouais, carrément, tu te dis quand même que tu vas être systématiquement sur de la blessure à 3+, relance D1. C'est fort, ça féminise beaucoup. On a donc fait le tour de la discipline psy qu'on connaissait, des traits de seigneur de guerre, des reliques et des stratagèmes. On va rentrer dans le dur du codex avec les différentes datasheets, mais pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses? Alors je trouve que les règles spécifiques d'armée sont très intéressantes, les tactiques de mission, les missions spéciales, les stratagèmes sont tous assez sympas. L'arsenal aussi. L'arsenal est assez sympa. Par contre, derrière, je trouve que pour ce qui est des traits de seigneur de guerre et de la discipline psychique,
on n'est pas allé vraiment dans l'originalité et ça aurait été peut-être un petit peu la touche finale, la cerise sur le Space Marine pour aller vraiment jusqu'au bout du truc, quoi, tu vois. On rentre donc dans le dur du codex avec les différentes entrées. On commence avec les QG et Papa, maître de chapitre, Watchmaster, qui vaut 130 points. Il n'a aucune option d'équipement. Il va donc être de base équipé d'une lance de gardien, c'est la même lance que les Custodes, et de grenade frac et de grenade crack. Il a la particularité d'avoir la règle maître du guet qui fait que, en gros, les unités Deathwatch amis à 6 pouces peuvent relancer les jets de touche. Il a aussi une invulnérable à 4. Après ça, il a un profil de Space Marine standard, il bouge à 6, il tape à 2 au corps à corps, au tir, force de 4, endurance 4, 6 PEV, ce qui est quand même pas mal, 4 attaques, commandement de 9 et sauvegarde à 2. Il a la règle munitions spéciales et va donc être éligible au petit stratagème obus Tempest pour pouvoir chier un petit peu de la mortelle. Mais est-ce que tu crois pas qu'un homme sans option, c'est un homme complet? Bon, le Watchmaster, c'est comme une des figurines les plus classes qui soit servies ces derniers temps en Space Marine. Il est hyper cool, il a une grosse lance de Custodes dans les mains, il a une pose ultra stylée. C'est un bon chef d'armée. On regrettera évidemment que ce soit un piéton. Hein. Dans le 41e millénaire, quand même, c'est un peu triste de devoir utiliser le trottoir pour se déplacer, quoi. Et c'est surtout, est-ce que tu as envie de claquer un point de commandement pour le mettre en téléportarium alors que tu vas être capable de mettre 10 kill team, enfin une escouade de 10, très clairement, justement arriver là. Plutôt aller mettre un capitaine en réacteur ou en armure Terminator pour accompagner tes vagues de Hellblaster au hasard ou d'intercesseurs au hasard ou comme vous voulez, qui seront eux en frappe en profondeur. Exactement, ça va nous permettre justement d'enchaîner avec le Watch Capitaine, donc, mais cette fois-ci nommé qui est Artemis. C'était en tout cas dans l'ancienne version un mec super cool qui avait en gros une bombastase qui était super cool. Là malheureusement il a un petit peu perdu en patate. Il vaut 130 points, donc on est au même prix qu'un Watchmaster ou en tout cas que les Watch Capitaine qui vont suivre un petit peu plus boosté. Il bouge de 6, il touche à 2 au corps à corps au tir, force de 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, commandement de 9, sauvegarde uniquement à 3. Au niveau de son équipement, il va avoir le Hellfire Extremis qui est une arme combinée qui va lui permettre de tirer avec 2 profils, un lance-flamme portée 8 à sauter 6, force qui blesse toujours sur du 2+, sauf les véhicules, qui est PA 0, damage 1. Donc c'est pas folichon, mais en tout cas ça peut faire 3-4 touches qui vont faire des blessures et un bolter de base. Il a aussi une épée énergétique, des grenades et c'est surtout qu'il va avoir une bombastase qui est une grenade qui a portée 6. Cette arme ne s'utilise qu'une seule fois par bataille. Si l'attaque touche, infliger des 6 blessures mortelles à la cible. Et si elle rate, c'est Artemis qui prendra ces des 6 blessures mortelles. Il a la règle munitions spéciales, rite de bataille qui fait qu'en gros, qu'il va pouvoir donner une bulle de relance D1 à ses potes Deathwatch amis à 6 pouces. Et surtout, il va avoir la règle champion inexorable qui fait que jeter un D6 à chaque fois que le capitaine Artemis perd un point de vie, sur 6, il ne perd pas ce PV. Il a aussi un halo de fer qui lui donne une sauvegarde invulnérable à 4+. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit blond? Notre cher ami Artemis, il est un peu gadget. 130 points pour une grenade une fois par partie, pour un des 6 blessures mortelles. À 6 pouces surtout. Il a juste une épée énergétique, il a qu'une 3+ d'armure, c'est un piéton lui aussi. Il est pas folichon. Ouais, il a vraiment un sentiment de pas du tout assez, quoi. C'est le problème, c'est qu'en fait, pas assez du tout. Le portée de sa grenade va être de 6 pouces. Et s'il est slock au corps à corps, ce con, il va même pas pouvoir utiliser sa grenade, il sera qu'avec son pistolet. Et donc, en fait, tu as de grandes chances de ne pas pouvoir utiliser sa grenade d'astase, qui est la seule justification de ces 130 points. On va enchaîner avec les Watch Capitaine standard. On va commencer avec le Watch Capitaine en slip qui vaut 80 points, mais c'est surtout en fait dans sa configuration réacteur dorsal qu'on va le kiffer. Et on va même lui mettre un bouclier et un marteau, parce que là, la figurine, elle va être super belle. Ça va être un électron libre qui va vraiment être capable de faire une bulle, et en plus de ça, de bourrer, qui fait 130 points. Le Watch Captain, très bonne entrée, classique, mais néanmoins efficace. Il va apporter de la relance pour toucher au niveau des 1, très efficace pour nos amis les Hellblaster au hasard. Derrière, ça va très bien combiner avec le Codex qui lui apporte plein de bonus pour blesser. Lui, il apporte des bonus pour toucher. Ils sont faits pour aller ensemble. Ouais, carrément. Ouais. J'aime bien la configuration qui fait que pour 130 points, tu vas quand même être avec un mec avec un gros ton, bouclier et marteau. Il va pouvoir aller chercher les choses quand même. 130 points. Il y a aussi le Watch Capitaine en armure Terminator qui va avoir la même vocation, c'est-à-dire se téléporter là où il faut pour donner une bulle. On l'a pris dans la configuration à 124 points avec un bouclier Storm. Tout à fait. Lui, plus dans une optique plus résistante, il va être beaucoup moins mobile que le capitaine avec un réacteur dorsal. Ouais. Mais grâce à son bouclier tempête, avec son en plus fulgurant, Bolter Storm, pardon, Bolter jumelé, il va pouvoir apporter un petit peu de tir et pourquoi pas utiliser le stratagème qui permet de faire 1 des 3 blessures mortelles en plus.
Donc c'est un QG assez classique. Personnellement, je préfère celui avec le réacteur dorsal, mais si on veut un peu de diversité, ou on aime bien la figurine, il est tout à fait jouable. Ouais, complètement, ouais. Ensuite, on va avoir le Watch Capitaine Primaris. Et là, on voit une petite particularité, puisque le Watch Capitaine en slip était à 80, le Watch Capitaine Primaris est à 93. Et donc, en fait, en gros, on va avoir pour 13 points la faculté de l'avoir en Primaris. Et je dis ça, non pas parce qu'il faut aller le chercher en version Primaris, parce qu'en général, on veut juste un totem et donc on s'en foutra, mais surtout que vous allez le voir après, mais on va avoir des différences entre certains personnages de base, on va dire, à des Primaris, pour beaucoup moins cher. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de logique qu'on ne comprend pas pour l'instant dans la différence de points entre le Librarian Primaris et le Librarian normal, le capitaine, etc. Comme tu l'as dit, être un capitaine Primaris, ça apporte pas grand-chose à part le fait qu'on ne peut pas avoir de réacteur dorsal, qu'on ne choisit pas vraiment son équipement et du coup ça sert vraiment à rien. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ont réussi à bien intégrer les figurines de Primaris en termes de troupes au codex, alors que les personnages Primaris, encore une fois, sont vraiment à la ramasse. Ouais, complètement, ouais. Pour illustrer ce que tu viens de dire sur les différents types aussi de prix entre les normaux et les Primaris, on va avoir le Librarian. Le Librarian, il est à 97 points à pied et 102 points à pied en Primaris. Donc là, pour le coup, on n'a que 5 points d'écart. C'est ça qui est assez fou. Par contre, là où notre cœur balance, c'est sur la configuration en réacteur dorsal à 121 points du Librarian qu'on va kiffer. A noter quand même qu'il est disponible en armure Terminator à 129 points, mais là où on va le kiffer en réacteur dorsal, c'est, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est avec la zone d'interdiction des invulnérables, on va être capable de bouger de 12, d'advance en moyenne entre 3 et 4, et d'avoir une bulle de 6 pouces où on ignore les invuls. Et donc on va avoir un putain d'électron libre qui va aller tout droit, et derrière ça va canarder quoi. Du coup, beaucoup pourront penser que le sort zone neutre est très compliqué à utiliser, mais moi je pense qu'il n'a pas une vocation vraiment offensive, il va plus être là pour créer une sorte de zone d'interdiction où on dit à notre adversaire, écoute, si jamais tu vas dans cette zone de 18 plus 1 des 6 pouces, avec par exemple un ton, quelque chose qui est assez résistant de par son invul ou autre, moi j'ai la capacité de t'enlever cet invulnérable et de te casser la gueule. Donc tu ne peux pas venir là, donc c'est peut-être un endroit où je vais mettre des objectifs et autres, où je vais pouvoir tenir le terrain. Donc ça c'est plutôt intéressant. Complètement raison, en fait, le mind game est vachement important avec ce genre de sort. Et d'ailleurs, quand vous choisissez ce sort, dites-le bien dans les yeux de votre adversaire. Je prends zone neutre. Forfait. On enchaîne avec les derniers choix de QG, à savoir les chapelains. Le chapelain est à 73 points à pied, 86 dans sa version Primaris, encore une fois on ne comprend pas trop pourquoi, et 91 points dans sa version à réacteur dorsal, encore une fois notre préféré. Sinon il est à 104 points en Terminator. Ça fait 104 points de trop. Moi le chapelain, écoute, je le plains. Très clairement, le chapelain, il est là pour booster le corps à corps. Bon, déjà, il le fait pas très bien, parce que déjà, lui, il fait pas grand-chose au corps à corps. Pour une centaine de points, avoir quelqu'un qui tape très peu fort, c'est vraiment dommage. Et derrière, on a une armée qui est très efficace sur le tir, avec toutes les munitions spéciales, les bonus de tactique, les stratagèmes. Et du coup, il est là parce qu'il a besoin d'être là en termes d'historique, mais en termes d'utilité de jeu, si on veut vraiment que toutes les pièces de votre armée soient bien huilées, avoir une belle symphonie de figurines, il n'est pas vraiment très efficace. Ah, puis ce qui est même très drôle, c'est qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, mais avec tous les principes de munitions spéciales sur les pistolets bolters, une grosse partie de l'armée est équipée de pistolets bolters, tu feras plus mal en phase de tir au corps à corps qu'en phase de corps à corps. Tout à fait. On passe maintenant vraiment à la richesse du codex, les différentes kill teams, c'est les choix de troupes. On va voir qu'il y a deux choix de troupes, à savoir les vétérans, type un old school, et les primaris. On commence tout de suite en s'attaquant aux vétérans. Pas mal de choses à dire dessus puisqu'ils sont à 16 points en slip. On doit cette fois-ci, contrairement aux autres codex Astartes, payer le bolter qui vaut 1 point. Pareil pour le pistolet bolter qui vaut 1 point à cause des munitions spéciale. Au niveau de la différente configuration, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, dans l'unité, on doit avoir au minimum 5 vétérans, dont le sergent. On peut, sur ces 5 vétérans, avoir 4 armes spé et on va pouvoir gonfler les effectifs de cette unité de 5 à 10 par n'importe quelle configuration avec des motos, des réacteurs dorsaux et des terminators. Et ça, c'est vraiment cool. Ou d'autres vétérans, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça va apporter pas mal de latitude. Encore une fois, on est dans des choix de troupes. Donc, ils vont être super opérationnels. Donc, ils vont pouvoir capturer des objectifs plus facilement. Et en plus de ça, et c'est là où, pour le coup, on se dit que le codex va permettre des choses qui vont vraiment être fortes, c'est qu'ils ont la règle escouade de combat qui fait que si jamais ils sont portés à un effectif de 10, on va pouvoir diviser l'unité en deux au moment de la phase justement de pause et ça va apporter énormément de latitude puisque on le verra tout à l'heure, mais on va être capable d'avoir des escouades de 5 motos super OP. Et ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau des différentes configurations qu'on propose, on va avoir la version avec 4 canons frag et 6 bolter storm à 284 points.
Une unité qui a une grosse puissance de feu, Bolter Storm avec les munitions spéciales, et également les 4 canons frag qui peuvent mettre vraiment un déluge de laser, ou quel que soit d'ailleurs le profil qu'on va mettre sur l'arme frag avec beaucoup de polyvalence. Donc c'est une unité qui peut faire très mal quand elle arrive. Elle sera très heureuse en téléporte à l'homme. Pourquoi pas lui payer un véhicule, pourquoi pas lui payer un pod, même si ça me ferait un petit peu mal. Ouais. Mais c'est toujours fluff, c'est toujours joli. En plus, l'avantage avec les Kill Team, c'est qu'on peut mettre un peu les figurines qu'on veut, et en plus, ça va nous apporter des règles spéciales, comme tu vas nous le dire après. Ouais. Et ça encourage un petit peu le côté fluff, le côté historique. Ça peut être vraiment quelque chose de sympa de prendre une petite bande, de peindre votre petite bande de 10 figurines. Si vous n'avez pas trop le temps de peindre, par exemple, c'est une belle unité à collectionner. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est rigolo que tu aies parlé du drop pod. Encore une fois, on sort de l'ère de la Big Fac et il a été aussi clarifié que les figurines qui sortent d'un drop pod ne sont pas éligibles à une interception par un scan d'Ospex. Et ça fait plaisir puisque là, pour le coup, tu as envie d'être à moins de 12 pour bénéficier du meilleur profil de ton canon frag qui, pour rappel, a un profil beaucoup plus agressif quand on est à courte portée. Au niveau des différentes règles spé d'une kill team, c'est-à-dire du fait d'intégrer des figurines un petit peu différentes au sein de ces vétérans, on va avoir la règle assaut imprenable qui fait en gros que si dans notre unité on va avoir au moins une moto, on pourra charger même si on bat en retraite, c'est-à-dire que même si on se fait loquer, on pourra quand même impacter une deuxième unité à notre tour. On va aussi avoir expiation par l'honneur, une unité avec au moins un Black Shield peut effectuer une intervention héroïque comme s'il s'agissait d'un personnage. Encore une fois, ça peut créer une mauvaise surprise à quelqu'un qui va se rapprocher un petit peu trop près de vous. On va aussi avoir, à toute épreuve, cette unité réussit automatiquement les tests moraux si elle contient au moins un Terminator. Et enfin, pour finir, on va avoir frappe d'avant-garde, puisque si une unité a au moins un Vanguard vétéran, donc un jetpack dans l'unité, il va être capable de désengager et de tirer normalement. C'est des règles très sympas, hein, très clairement, on va pouvoir se désengager, tirer, rattaquer. C'est des choses qui vont nous donner beaucoup de petites capacités à faire de la micro-stratégie, c'est-à-dire de la gestion des unités, comment on va se placer, est-ce qu'on va pouvoir se désengager, réintervenir, tout ça. Aller bloquer des unités, par exemple, avec une unité de moto qui va être chargée par quelque chose, ou charger quelque chose, au tour d'après, se désengager, aller faire des charger ricochets notre unité. en fait chez l'ennemi, ouais. Tout à fait. Et j'ai pensé à un flipper. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, ça donne vraiment plus de maniabilité, c'est super sympa. Yes, je voudrais quand même juste pousser un coup de gueule. C'est sûr, les kill teams qui intégreraient des figurines de type Terminator, réacteur dorsal ou motard, ils l'ont dans le cul, elles ne peuvent pas prendre un drop pod. Et c'est juste trop con, alors que c'est certainement le seul codex qui pouvait réutiliser les drop pods. Si on décide de jouer un petit peu fluff, ou en tout cas de jouer avec certains petits tricks, on va pas pouvoir utiliser cette figurine. Néanmoins, tu peux les mettre dans un Corvus Blackstar. Oui, c'est vrai. Une utilité à cette figurine. C'est déjà ça. A noter aussi le fait quand même que elles peuvent avoir 4 armes lourdes, même avec leurs effectifs minimales de 5. Et on peut aussi tout simplement s'imaginer une petite unité fond de cours avec 4 bolters lourds pour 121 points. C'est cool. Super cool. Puissance de feu plutôt efficace, capacité d'utiliser les différents stratagèmes qui rajoutent de la blessure mortelle. Une unité vraiment très sympathique. Même si on ne veut pas mettre d'armes lourdes, il y a aussi la version où tu payes des fulgurants à tout le monde. Et tu as quand même 10 mecs qui font une quarantaine de shoots avec les missions spéciales. C'est vrai que pour 200 points, ça, avoir 10 vétérans qui vont balancer 40 tirs, on en parlait tout à l'heure, touche à 3 si y a le personnage reroll des 1 et qui derrière vont blesser sur du 2+, relance des 1, il y a une putain de bouche. C'est efficace, hein. Ouais, c'est carrément efficace. On continue avec la deuxième escouade de troupes et pour le coup pas des moindres puisque ça va être les intercessors. Ils ont enfin intégré les primaris aux différentes kill teams. C'est juste trop cool. On va les payer un petit peu plus cher que dans les autres codex puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on va devoir leur payer leur bolter et il va coûter un point de plus. Et ils ont aussi équipé d'un pistolet et donc ça va coûter un deuxième point de plus. Donc les primaris dans ce codex n'ont pas à 18 mais à 20 points. Mais ça les vaut. On tire beaucoup plus fort. Exactement, ouais. On est exactement sur le même principe que pour les vétérans, à savoir qu'on va avoir une escouade avec un effectif minimal de 5 figurines et qu'on va pouvoir les monter à 10, mais cette fois-ci avec des agresseurs, des inceptors ou des hellblasters. Et encore une fois, ils vont avoir la règle escouade de combat, on va être capable donc de les scinder en deux ou tout simplement d'avoir tout l'arsenal des différents primaris en super OP. Et ça, c'est super fort. Hein. Et là, encore une fois, pour le principe de la collection, c'est juste génial. Vous pouvez prendre un peu les figurines que vous voulez, sans optimiser, sans partir dans des listes de tournois ou autres. On peut prendre vraiment les figurines qu'on veut, les mettre ensemble et jouer directement. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, carrément, ouais. J'en ai pas parlé, mais on a aussi les reverse, la faculté de pouvoir mettre des reverse avec. Encore une fois, leurs armes d'assaut 2 à portée 24 ont accès aux munitions spé, donc ça peut être assez intéressant. Maintenant, nous, on propose quand même quelques configurations, soit
5 de base pour 100 points, ou alors bah, on a clairement aimé les 5 Intercessors et les 5 Hellblaster pour 270 points mis en téléportarium, ça va quand même envoyer la douche. Hein. Tout à fait, on va encore profiter des missions spéciales sur les intercesseurs, profiter des bonus pour blesser, profiter des relances pour toucher avec un capitaine autour, et ça va vraiment permettre de les sauver, de les amener dans un décor par exemple pour avoir un bonus d'armure, ils vont être impactants, ils vont pas prendre de dommages avant d'attaquer, donc c'est vraiment une bonne unité. Ouais, Et en carrément. plus, c'est de la troupe, donc en full Deathwatch, c'est super OP, pour les objets c'est vraiment bien, donc c'est vraiment une très bonne unité, et c'est vraiment actuellement une des meilleures façons de jouer du Primaris en Space Marine. Carrément, ouais. Après, on va aussi avoir bah, une configuration un petit peu moins optimisée avec 5 intercessors et 5 agresseurs pour 285 points. On y reviendra quand on s'arrêtera bah, justement sur les unités full agresseurs ou d'ailleurs les full Hellblaster. Mais c'est pas dans ce codex qu'on va vraiment bah, justement tirer le plein potentiel des agresseurs, puisque comme on va les jouer soit en transport, soit en téléportarium, ils ne tireront jamais 2 fois. On les trouvera plus forts, bien sûr, dans les codex comme la Raven Guard ou en Blood Angel avec le Finopay. Ouais, carrément, ouais. À noter aussi la particularité que, dépendamment bah, de justement comment est-ce qu'on va constituer sa kill team de Primaris, si jamais on met un Inceptor dedans, on va gagner la règle des engagements et donc on pourra tirer même si on était engagé le tour d'avant. Et ça va faire la diff à mon avis. Hein. Donc peut-être que de faire 5 Intercessors, 4 soit agresseurs, soit le Blaster et 1 Inceptor, ça va faire la diff. Hein. Tout à fait, c'est le genre de figurine qui va donner vraiment un énorme avantage. Une des grosses faiblesses des agresseurs, par exemple, c'est le fait que quand ils se font cliquer, s'ils ne sont pas, par exemple, en ultramarine, derrière, ils peuvent rien faire. Et là, vraiment, on va gagner cette capacité à se sortir d'un corps à corps et à riposter derrière au tir, et c'est vraiment bien. Ouais, carrément, ouais. En termes d'équipement, par contre, là, rien de bien folichon, puisque bah, on va avoir l'arsenal standard des Primaris, contrairement aux vétérans, où comme on l'a dit au début de cette vidéo, ils vont pouvoir choisir un panel d'armes beaucoup plus large, comme les Stormbolters. Là par contre, pour en revenir sur les Primaris, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'ils se transforment en putain d'immortels, Necron, puisque avec les bonnes munitions, déjà qu'ils ils sont en général en tir rapide 30 pouces, force 4, PA-1, damage 1, et ben là, soit on augmente la portée en passant à 36 pouces, et ça commence à être relativement loin, on va être force 4, PA-2, c'est un bolter lourd du pauvre, bah pour le prix d'un Primaris, j'achète. Ou alors, bah justement, de façon super agressive, à courte portée, être force 4, PA-3, damage 1. Avec des bonus pour blesser et toutes les relances. Si on combine bien toutes les règles spéciales, on peut avoir vraiment des unités qui envoient une douche assez phénoménale. Ouais, carrément, ouais. On passe ensuite aux différents rôles d'élite, et là il y a une surprise, c'est qu'on ne rencontre plus qu'en termes d'apothicaire que le Primaris qui, lui, vaut 69 points. Alors j'ai deux questions pour toi, attendez, pourquoi est-ce qu'il n'y est plus? Et en plus, est-ce qu'un apothicaire a une réelle utilité dans une armée Deathwatch? Alors moi je vois pas trop l'utilité, à part le fait de le collectionner, hein, bien sûr, mais en termes de jeu, pas vraiment. Derrière, très clairement, on voit les figurines Space Marine de la gamme standard disparaître. Donc, est-ce que c'est une volonté de Games Workshop de les pousser petit à petit vers la sortie pour mettre que les Primaris en avant? On aura la réponse dans le temps, je dirais. Ouais, carrément. Quand même, petite précision, puisqu'il est équipé d'un pistolet bolter Absolvor qui a une portée de 16 et il a la règle munition spéciale. Ce qui est assez sympa, c'est que son petit pistolet bolter, si jamais on veut l'utiliser, il peut quand même monter une certaine portée. Hein. Ensuite, on va retrouver l'ensemble des Dreadnoughts, enfin en tout cas les Dreadnoughts vénérables qui vont être à 154 points de base mais que nous on va préférer équiper à 165 points avec lance-missile et canon laser, puisqu'encore une fois, mine de le codex ne va pas manquer de saturation mais va manquer d'anti-char. Il va aussi avoir la version Dreadnought standard à 134 points de base et 145 points en lascan et lance-missile. Déjà, toi, entre un vénérable et un Dreadnought standard, qu'est-ce que tu choisirais pour 20 points d'écart? Alors, je pense que la question se pose. Le Dreadnought vénérable est un peu plus résistant et en plus de ça, il touche sur du 2+. Ouais. Il va être meilleur si on a les points. Après, il vaut 20 points de plus, donc si on les a pas, peut-être un autre Dreadnought. Dans tous les cas, ça apportera un petit peu d'anti-char, c'est pas mal, puis ça reste des jolies figurines. Les Dreadnoughts, c'est assez charismatique. Ouais. Derrière, de toute façon, moi, je prendrai pas le Redemptor. On va voir derrière, on va voir après comment on l'équipe. Il ne faut pas oublier qu'il y a un stratagème qui te permet de relancer les 1 pour toucher en bulle autour d'un Dreadnought. Si jamais tu as un Dreadnought dans ton armée, que ton capitaine meurt ou tu as besoin de séparer ton armée ou entre tes différents bulles, ça peut être sur sa grenade. Par exemple, ça peut être sympa. Ouais, carrément, ouais. Comme tu l'as cité en exemple, on va passer sur le Dreadnought Redemptor. Le problème du Redemptor, c'est qu'il est cher, puisqu'il va être à 201 points dans sa version de base. Il sature pas mal, mais il est quand même relativement cher. En fait, en gros, c'est comme beaucoup de figurines qui vont être un petit peu trop polyvalentes. On préfère soit une figurine full tir, soit full corps à corps, mais pas les deux. Et là, malheureusement, en plus dans le codex, on va pas avoir pour nous le seul Dreadnought qui est un petit peu polyvalent, mais qui peut être agressif, c'est le Contemptor, puisqu'il bouge très vite.
Or là, malheureusement, bah, on va pas avoir grand-chose. Le fait est quand même qu'on vous conseille, si vous voulez jouer un Redemptor, de retirer le lance-flamme lourd pour avoir un petit peu plus de saturation et de le jouer donc dans sa version à 200 points. Il aura toujours enfin, pour l'instant, en tout cas, il a toujours ce problème qu'il est beaucoup trop cher en points pour ce qu'il fait. Il n'est pas très efficace en termes de touche, hein, il touche qu'à 3+. Pour un Draenei de cette taille, le Vénérable fait mieux au final. Derrière, il a un équipement de saturation avec de la force haute, mais pas beaucoup de damage. Donc il a un peu, j'ai envie de dire, il essaie de jouer sur tous les tableaux et du coup il n'y arrive pas et c'est pas une figurine qui s'en sort beaucoup. Après, il est joli, c'est un beau Dreadnought, il est gros, donc en termes de collection, c'est une jolie figurine. Carrément, et il est aussi sujet, comme tous les Dreadnoughts, aux tactiques. Tout à fait. Après, ce qui est cool, c'est quand même de le collectionner dans ton armée de Primaris. Tu ne pouvais pas le faire avant, maintenant tu peux le faire, donc si la figurine te plaît, tu peux l'avoir dans ta Deathwatch, et ça déjà, c'est sympa qu'il soit carrément. Il aura un point en métal. C'est ça. Ensuite, on attaque avec les Terminators. Terminators qui sont relativement chers, mais qui, pour le coup, bénéficient des munitions spéciales. Ils sont à 47 points de base par 5, soit 227 points. Ils ont quand même la particularité de nativement être équipés d'un Bolter Storm et d'un gantelet énergétique et surtout de pouvoir avoir jusqu'à 3 figurines dans leur effectif minimal, donc de 5, pour avoir des armes lourdes de Terminator. Et je vois que tu souris puisque tu as quand même tenté de faire une compo vraiment bourrine, sans se soucier des points, puisque toi tu nous proposes une escouade de 5 avec 3 lance-missiles Cyclone et 5 gantelets fuseurs et Stormbolter pour 462 points. Oui, alors c'est ce qu'on appelle de la démesure. Je me suis dit, ces mecs peuvent avoir quasiment 3-4 armes chacun pour tirer. Donc lance-missile Cyclone, gantelet fuseur, bolter avec munitions spéciales. Je trouvais ça assez rigolo, ça fait une super grosse unité. Bon, elle n'est pas du tout résistante. Faut être réaliste, elle ne sert pas à grand chose, c'est vraiment pour m'amuser à faire une unité un peu rigolote et à vous la proposer. Ça vaut juste le prix de Mortarion ou de Magnus. Voilà, c'est ça. C'est une unité qui existe et c'est déjà pas mal. C'est un Nika à 10 points de vie. C'est ça. donc ouais, le fait est que je trouve que c'est vraiment sympa parce que là c'est un petit peu l'idée qu'on se fait de la Deathwatch quoi. T'as Jackie avec le lance-missile qui peut aussi foutre un coup de fuseur à côté, il a son petit gantelet si tu viens lui titiller les couilles de trop près, et derrière il va quand même être pas mal capable de saturer puisque 5 Terminators c'est quand même 20 tirs. À 12 pouces qui, comme on le disait tout à l'heure, vont aussi être capables de blesser à 2+. Tout à fait, oui. Donc anti-saturation, anti-élite et anti-char. Bon, ça fait le taf, mais c'est juste beaucoup trop cher. On passe maintenant aux Reavers. Les Reavers qui valent 25 points pièce avec un lance-grappin. Ils sont équipés d'une carabine bolter qui va faire portée 24, assaut 2, force 4, pas de PA, damage 1, mais ils ont la règle munitions spéciales. Qu'est-ce que tu penses de cette unité au global ? Je ne suis pas un très grand fan des Reavers, j'aime bien les figurines, mais en termes de jeu, je les trouve très compliqués à utiliser parce que ce n'est pas vraiment des très bonnes unités de tir, ce n'est pas des très bonnes unités de corps à corps. Ils sont chers en points pour ce qu'ils font. Je préfère utiliser des scouts pour bloquer l'ennemi, aller chercher dans les unités sur les côtés, aller prendre des objectifs. Et du coup, là, ils pourraient être en troupe et être super OP, et là, on les prendrait en élite, donc pas super OP, donc je les trouve moins forts. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a quand même juste un point sur lequel je vais leur trouver une utilité, c'est avec leur lance-grappin. Puisqu'ils vont ignorer les distances verticales sur leur phase de mouvement et de charge. Et c'est tout con, mais un mec qui s'amuse à se mettre sur le 2e étage d'une ruine super haute, toi tu as juste à te mettre tout en dessous à 9 pouces, tu as le droit de le faire à partir du tour 2, et ta charge fera 1 pouce. Et pour le coup, c'est des mecs qui vont avoir quand même 3 attaques chacun si tu les équipes du couteau. C'est comme ça que tu vas faire si jamais tu veux jouer sur justement cette petite corde du lance-grappin. Et ils relanceront quand même les 1 pour blesser, qui est une des failles qu'ils ont, c'est qu'ils ont que force 4, c'est con. Et donc en général, ils vont se retrouver à blesser sur du 4+. En effet, c'est le trick un peu sympa de corps à corps pour les utiliser. Moi, je resterai quand même sur le fait qu'ils sont un peu chers pour ça, mais c'est sûr que ça peut surprendre l'adversaire. Donc, si les figurines plaisent, toujours une bonne manière de les utiliser. Carrément, ouais. On continue toujours à découvrir les Primaris avec les agresseurs. Les agresseurs qui, là, sont à 37 points pièce. C'est une unité qu'on connaît déjà, qui va être capable de sursaturer, on va dire, avec de la force 4. Ils ont la grosse particularité de pouvoir tirer 2 fois s'ils ne se déplacent pas. Et c'est donc pour ça que malheureusement, on les préférera systématiquement dans un autre chapitre, comme de la Raven Guard, où ils vont pouvoir être infiltrés avant le premier tour du jeu. Et donc, ils n'auront pas à bouger pour être apportés. Ce sera même un petit peu dommage de les prendre en choix d'élite alors qu'on pourrait les intégrer en troupe avec des intercesseurs et ils gagneraient la règle super OP. C'est vraiment le gros avantage qu'ils pourraient avoir dans ce codex, c'est d'être super opérationnel et en élite ils l'ont pas donc c'est pas très intéressant. Carrément ouais. On enchaîne aussi avec une unité qui est très décevante, c'est les Vanguard vétérans, donc les Jumpers. Ils sont à 19 points pièce et pour le coup on va les laisser dans la mallette.
Ou alors on les intégrera un dans une squad de kill team pour donner le fly et la capacité de tirer derrière. Mais c'est clair que tout seul, c'est une unité de corps à corps vraiment mauvaise au corps à corps et malheureusement très peu résistante qui vaut très cher en points. Ouais. Donc on n'a pas grand chose pour les rentabiliser, on n'a pas grand chose pour les rendre utiles. C'est vraiment dommage parce que comme tu le dis, c'est parmi les figurines les plus classes de toute la gamme des C'est Space marrant parce que je dis on n'a pas grand chose pour les rendre utiles. En fait, on peut les rendre super stylés avec 2 pistolets différents. Ça peut être une option. On passe ensuite aux attaques rapides et là on passe justement aux bikers. Bikers qui au début ne restent pas super séduisantes mais qui quand on commence à justement les tester, regarder, c'est quand même très sympa puisqu'on est à 29 points de base. On peut les équiper avec une arme un petit peu plus punchy, genre une masse énergétique, une hache énergétique ou une épée énergétique pour pas beaucoup de points puisque au total ils vont être à 33 points full équipés, donc 198 points les 6. C'est quand même vraiment pas mal de te dire que tu vas avoir 12 PV endurance 5 qui bouge de 14, qui peut turbo boost auto de 6, mais ça à la limite tu me diras on s'en fout, c'est surtout qu'elle peut elle peut charger quand elle bat en retraite. Et elles sont équipées de bolters jumelés et de munitions psy, elles vont quand même sursaturer la gueule de votre adversaire. Les munitions psy sur les motos, c'est vraiment plutôt efficace, ça va donner vraiment une grande capacité de tir. Après, j'ai la même remarque que comme pour les autres choix qui sont déjà intégrés au Kill Team. On peut les prendre par 6 en attaque rapide. Est-ce qu'on n'a pas quand même plus envie de les prendre par 5 dans une kill team en troupe pour pouvoir les avoir en super OP? Car en plus de pouvoir les bloquer les unités ennemies, elles pourront prendre les objectifs plus facilement et ça c'est quand même super cool. Surtout tu en avais déjà parlé avec les custodes, mais l'intérêt des motos c'est que tu vas faire des petits triangles autour des objectifs pour empêcher l'adversaire de rentrer dans l'aire d'effet et donc de le contester. Tout à fait. Ensuite, on continue les attaques rapides avec les Inceptors. Pas de surprise, puisque on l'avait déjà dit au début du codex quand on s'est arrêté justement sur les munitions spéciales, mais les armes spécifiques des Primaris ne sont pas concernées. Les agresseurs n'ont pas les munitions spéciales, et pareil pour les Inceptors. On va donc parler de façon générique de cette unité, puisque elles sont à 135 points les 3 et vont quand même balancer 18 tirs de force 5, PA-1, damage 1. Les Inceptors, c'est une très bonne unité, ils ont une capacité d'arriver en frappe en profondeur. Quand ils chargent, ils peuvent sur un petit coup de chance faire de la blessure mortelle. C'est une unité que j'aime bien. En plus, là, ils vont donner le fly, comme je disais, en troupe. Après, pareil, la même remarque. On a une capacité de faire des escouades de combat avec les kill teams et les avoir super OP. Est-ce qu'on a besoin de les prendre en attaque rapide derrière? C'est quand même pas sûr. Ouais, complètement d'accord, ouais. C'est une super transition, puisque là, on va passer au choix de soutien et on va s'attaquer au Hellblaster, où là, pour le coup, il y a débat. Puisque tu vas avoir envie de passer leurs effectifs de 5 à 10 pour pouvoir les mettre en téléportarium. Et ça, c'est cool. Pour le coup, c'est vraiment l'unité qui profite du téléportarium. Le Hellblaster, c'est une figurine qui a tout pour elle. Il a un très gros flingue, ils ont un plasma qui tire à 30 pas, ils peuvent vraiment être très agressifs. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu cette capacité à arriver dans n'importe quel codex, à part un Vanguard, mais c'était pas sûr parce que si jamais l'adversaire commence, tu risques de ne pas être bien placé et autres. Là, ils ont vraiment la capacité d'arriver en frappe en profondeur et de vraiment mettre une douche de plasma dans l'ennemi. Donc oui, les Hellblasters en soutien, ils sont faits pour aller dans les téléportariums, par 10, même pour les listes les plus crades, et c'est vraiment très très fort. Et je dirais même qu'ils sont plus forts que dans d'autres codex pour un point qui n'est pas nécessairement le téléportarium, mais le fait qu'ils ont des pistolets bolters. Et donc ils ont des munitions spéciales au corps à corps. Tout à fait. Et je pense que quand on va hésiter est-ce que j'ai besoin de désengager? Peut-être pas, puisque finalement, peut-être qu'à ma phase de tir, je vais être capable de me déloquer avec mes petits pistolets. Et en plus, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a le stratagème qui fait plus 1 pour blesser, et ça fait que 10 putains, et là pour le coup c'est écrit dessus, 10 putains de Hellblaster qui en général vont tout blesser à 2, relance D1 si c'est le bon choix tactique, PA-4, damage 2 quand il surchauffe, et tu les feras surchauffe pour être sûr de sanctionner l'ennemi en disant tu sais quoi, ça, ton véhicule, j'en veux plus. Franchement, ça rigole pas des masses. Oui, en stat, il balance un barrage de flammes plasma infernal et c'est vraiment des Hellblasters. Ah non, carrément, ouais. On continue les choix de soutien avec les Land Raiders. Petite déception parce que, comme d'habitude, on va dire que c'est pas une unité qui est révolutionnée à chaque sortie de codex. On va quand même les passer puisque on va avoir la version de base qui est équipée d'un bolter lourd jumelé et de 2 canons laser jumelés qui vaut 358 points. On va avoir la version Crusader à 310 points qui est équipée d'un canon d'assaut jumelé et de 2 bolters Hurricane. Et on va avoir la version Redeemer qui, elle, est équipée d'un canon d'assaut jumelé et de 2 canons Flamme Storm qui vaut... Bouge pas. 350 points. A noter que tant qu'à faire, on a rajouté justement un petit bolter storm à chaque fois puisqu'ils sont qu'à 2 points et pas à 4 sur les véhicules. Est-ce qu'on va avoir envie de prendre des Land Raiders pour la puissance de feu? Je pense pas. Pour le transport, encore moins. On va préférer aller prendre des Rhinos, peut-être un Drop Pod ou voir un Razorback.
pour le transport et la létalité si on cherche à avoir des petits effectifs. À la limite, pour moi, il n'y a que pour le premier Land Raider qu'on va chercher de l'anti-char avec le 4 canon laser. Je suis complètement d'accord avec toi. Le Land Raider a un énorme problème, c'est qu'il est très cher en points. Ouais. Et puis il n'est pas si solide que ça. Et on a toutes les armées aujourd'hui ont capacité à tour 1 d'enlever un gros tank. Et c'est un gros tank à quasiment 400 points. En comparaison, la garde impériale en face, elle va être capable pour 50 points de plus qu'un Land Raider de sortir un Shadow Sword, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Ouais, ou un répulsor. Ouais, carrément. On y viendra juste après, hein. On continue en tout cas les transports avec le Rhino. Le Rhino que pour le coup, on équipe d'un double bolter qui vaut 74 points. Est-ce que tu vois des Rhinos dans une armée de Swatch? Je vois complètement des Rhinos dans une armée de Deathwatch. C'est le transport de base des Space Marines. Il est fiable, il n'est pas très cher en points. Il va pouvoir amener les unités de kill team de Marines aux endroits clés du champ de bataille. Toujours utile, toujours jouable, quel que soit un petit peu le format. Donc c'est vraiment une très bonne figurine. Je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait déjà, il va prémunir les vétérans d'une saturation en étant au chaud dans un bladé. Et il ne faut pas oublier qu'un Rhino est un excellent électron libre pour aller justement, tu parlais tout à l'heure, charger une unité et clic une deuxième. Franchement, c'est une super bonne entrée. On continue avec le Razorback. Pour le coup, habituellement, on préfère équiper le Razorback en canon d'assaut jumelé à 114 points. Là, le fait est qu'on va peut-être manquer d'anti-char dans nos listes et que nous, on le jouera quasiment systématiquement en canon laser à 120 points. On a un manque d'anti-char longue portée dans le codex qu'on ne peut contrebalancer qu'avec les Razorback quasiment et les Dreadnought ou Dreadnought vénérable. Donc du coup, on va avoir envie, je pense, de le mettre par exemple pour accompagner ton unité de 5 kill team avec les 4 bolters lourds, Ouais. qui peut être une unité très sympa en fond de cours, mi-fond de cours. Et ça peut être super cool de les jouer ainsi. Carrément, ouais. En tout cas, dernier transport, puisque le répulsor, il fait partie du hall transport, mais bon, c'est quand même un gros tank, c'est le drop pod. Drop pod qui, pour le coup, vaut que 85 points. C'est peut-être une des seules armées où on va avoir envie de le jouer. Carrément, parce qu'on a besoin d'amener les kill teams avec les canons frag au contact de l'ennemi en frappant en profondeur si jamais on utilise le téléportarium pour autre chose. Donc le drop pod, ça peut peut-être permettre de mettre plus d'unités encore en réserve et de jouer là-dessus avec peut-être quelques unités. Bon, on faudra bien sûr équilibrer avec les points de puissance, mais peut-être jouer un petit peu sur ça, sur une armée qui va être capable de faire des assauts un peu ciblés. À voir si le drop pod est utilisable. Comme on disait, c'est dommage qu'il n'ait pas récupéré sa règle qui faisait que la moitié pouvait arriver au tour 1 dans les versions précédentes. C'est vrai que justement avec cette fac qui est toute chaude, on aurait aimé en fait que le drop pod ait une petite dérogation par rapport à ça. Ça aurait équilibré un petit peu le jeu, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on critique le drop pod? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est un véhicule qui n'a pas d'attaque et qui ne bouge pas. C'est-à-dire que l'ennemi a juste à déclarer une charge dessus, le charger en se mettant à 0,9 du drop pod pour réussir sa charge, faire un cordon, et en fait, vous ne pourrez plus jamais tirer sur cette unité-là. Tout à fait. Il est vraiment très problématique en termes de tricks de jeu pour votre adversaire. Enfin, pour vous problématique et du coup au bénéfice de votre adversaire. Du coup, il est vraiment très compliqué à gérer. Complètement, ouais. On enchaîne avec le Répulsor. Répulsor qui, pour le coup, dans une liste Deathwatch, est équipé en optimisant, on va dire, l'anti-char. On va le jouer donc à 338 points, équipé d'un canon laser jumelé, d'une serre laser, d'un canon Gatling, d'une nacelle lance-roquette Icarus et de 2 lance-grenades Frag Storm. En gros, on a viré au maximum la saturation et on a fait du gros tir à forte force PA, entre guillemets, par rapport à ce qu'on était capable d'avoir, et damage multiple quand c'était possible. Tout à fait. Le Répulsor, c'est une formidable plateforme de tir. Il a l'avantage, par exemple, par rapport à Land Raider, d'avoir la règle Fly. Il est compliqué à charger. Il peut se protéger assez facilement avec les autolanceurs. Il est vraiment très efficace. Derrière, il va aussi profiter de la plupart des petits bonus, comme le fait de reprendre des points de vie sur du 6+, sur le trait de seigneur de guerre. Comme le fait d'avoir une invule à 5. Peut-être qu'il va être assez résistant dans une optique Deathwatch. Peut-être pour accompagner des primaris super OP, pendant que des kill teams de saturation sont en frappe en profondeur. Il y a plein de petites idées de liste comme ça qui vont être assez sympas. Sans compter qu'il vaut 16 points de puissance. Et donc, pour rééquilibrer, on va dire, l'histoire des FEP à plus de 50% de ses points de puissance sur la table, ça peut être pas mal, puisque tu as moyen d'avoir 32 points de puissance dans un Répulsor. C'est quand même une belle partie de ton budget qui est au chaud et qui est protégé et qui, pour le coup, ne va pas manquer d'efficacité dans la létalité, hein. Tout à fait. En parlant de manque d'efficacité, on va parler au choix d'aéronef avec le Corvus Black Star, une de mes unités préférées en termes de style, et donc une des plus grosses frustrations de la V8. Non, en fait même, excuse-moi, une plus grosse frustration de la Deathwatch, puisqu'il a toujours été à chier, et pour le coup, c'est dans la lignée, puisqu'il vaut 246 points de base, avec le fait de lui avoir ajouté un bolter Hurricane. Au niveau du châssis, on est sur du standard Imperium, c'est-à-dire qu'il va avoir 14 points de vie, il bouge de 20 à 45, il touche à 3, il a 3 attaques mais ça on s'en fout, force 8, endurance 7, commandement de 8, sauvegarde à
3. Ce con n'a pas esprit de la machine, ça veut dire que comme il est équipé quasiment que d'armes lourdes, et il tirera systématiquement avec du -1. Il a quand même la règle stationnaire, mais quelque part on s'en fout, puisqu'il a une portée effective avec ses armes que de 30 pouces. Grosse déception, quoi. Pour moi, le seul truc qui va le sauver, c'est le fait d'avoir des petites particularités assez sympas, comme l'auto-lanceur Infernum, qui fait qu'on va pouvoir relancer les jets de sauvegarde de 1 quand on est équipé. On n'oubliera pas aussi qu'il peut être équipé, enfin excuse-moi, c'est soit le halo lanceur qui fait qu'il va pouvoir relancer les jets de blessure de 1, soit d'une panoplie d'obspex qui va pouvoir justement relancer les jets de touche de 1 pour les figurines quand on tire sur une unité qui n'a pas le mot-clé vol. Donc on ira systématiquement chercher la relance D1 sur les sauvegardes. On n'oublie pas qu'en aptitude et non en équipement, donc on n'a pas à le payer, il va avoir un lance-grappe Black Star qui fait qu'en gros quand on survole une unité, on va lancer un dé pour chaque figurine de cette unité, au maximum 10, et sur un 6, elle subira une blessure mortelle. Et c'est par contre dans sa faculté de transport qu'on peut le prendre. Tout à fait, il peut être pas mal pour accompagner une unité. Après, comme tu l'as dit, il est beaucoup trop cher par rapport à l'état de ses règles. Il lui manque clairement au moins l'esprit de la machine pour en faire quelque chose. Aujourd'hui, une figurine qui va bouger comme ça pour ce prix-là, faire aussi peu de tirs qu'il le fait et toucher sur du 4+, c'est vraiment dommage. Il y a plein de trucs qui font mieux dans quasiment tous les codex du jeu. C'est dommage, c'est une jolie figurine. Franchement. Et même si tu veux, il y a une tentative de pouvoir le faire transporter des Terminators, des réacteurs dorsaux, des motos. Il a que 12 places, ce con. Quand tu vois qu'une moto prend 3 places, un réacteur sale 2 places, tu vas même pas être capable de mettre la kill team que tu as envie d'avoir. Tout à fait, oui. Il peut à peine contenir... Je sais que c'est pas toi qui as écrit le profil, je ne suis pas agressif. Je suis frustré. On peut vraiment juste mettre la kill team standard, donc 5 Marines, un réacteur, un Terminator, une moto, c'est la seule chose qu'on peut mettre dedans. Est-ce que c'est vraiment la chose que vous avez envie de mettre dans votre Corvus Black Star? Et encore une fois, ils seront 8, ils sont même pas 10. Ouais, tout à fait. Donc, pas des squads de combat, rien, c'est pas très intéressant. Déception. On en a donc fait le tour de ce super beau codex. Franchement, moi je suis vraiment sous le charme. Je suis un joueur historique Deathwatch et vraiment j'ai été ultra nourri par ce bouquin, aussi bien au niveau des visuels, aussi bien au niveau justement du fluff. Bon, c'est un petit peu facile de juste dire ah ouais, on avait besoin de Primaris dans la Deathwatch, ok, prolésé parce que c'est pété. Et c'est vrai que quand tu regardes les entrées, on va dire fluff de chaque entrée, à chaque fois c'est la même histoire, c'est ah ouais, on avait besoin de saturation, on a pris des agresseurs. Et ça, c'est un petit peu dommage, même si Reboot a parlé, et ça on ne peut que le respecter et fermer nos gueules, c'est un petit peu dommage. Le codex, il est encore une fois très beau, il est à mon avis assez fort, en tout cas il est parfaitement jouable dans une optique aussi de polyvalence, c'est-à-dire qu'on va être capable de s'amuser, c'est-à-dire qu'on va être capable de jouer de la kill team, on va être capable de jouer de la kill team aussi qui tâche avec du gros spam, on va être capable de faire beaucoup de choses et aussi de varier ses listes au fur et à mesure des parties, et ça c'est top. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est un codex qui est assez intéressant, même en milieu très dur, par exemple en ETC, je pense qu'il pourrait très bien compléter du codex Space Marine, du codex Blood Angel, peut-être à bien voir comment manipuler, comment compléter toutes les unités de Primaris, les optimiser dans leur codex pour faire une liste un peu Space Marine, un peu Adeptus Astartes encore plus efficace. Tu parlais, ouais, excuse-moi, justement toi en fait de faire de l'infiltration d'agresseurs et de la faible duel blaster. Tout à fait, oui, pourquoi pas avec les différents codex Ravenguard et des Swatch. Type homme en noir, tu vois. Derrière, je trouve que c'est un très beau codex avec de jolis visuels, tout est bien mis en page, c'est très sympa. Quelques petites déceptions, comme tu l'as dit, sur certaines entrées qu'on aurait aimé voir un peu plus hautes, sur les pouvoirs psy, comme on l'a dit, et sur les traits de seigneur de guerre. Mais dans l'ensemble, on est vraiment content que les Primaris aient été intégrés au codex. Ça donne vraiment plus d'unités et ça devrait être plus sympa à jouer. Carrément, ouais. Pour conclure, en fait, on va dire que alors que historiquement, ou en tout cas dans les différents préjugés qu'on va avoir, on peut se dire que la Deathwatch est un sous-codex, et en fait pas du tout, au contraire, on va être capable de faire des listes full codex Deathwatch, on sera déjà beau sur une table et on sera surtout pas ridicule en partie. Et donc ça, c'est vraiment cool. On l'a dit au début de la vidéo, c'est clairement un codex qu'on aurait pu appeler Primaris. Parce que franchement, s'il y a bien une armée au sein justement de l'Adeptus Astartes qui fait que vous allez pouvoir jouer du Primaris, c'est celui-là. Tout à fait. Avec encore une fois le problème du fait que les Primaris n'ont pas beaucoup de transport et que les personnages Primaris pour l'instant sont absolument inintéressants au possible. Donc il manque un petit peu ce côté modulatoire qu'ont les personnages classiques avec le réacteur, le fait de pouvoir bouger un peu plus, des armes de corps à corps un peu plus sympathiques. On voit là une volonté de Games Workshop de coller au kit et avec très peu d'options sur les personnages Primaris. Tu peux utiliser, l'apothicaire n'a quasiment aucune option. Donc ça c'est vraiment dommage qu'il ne nous laisse pas un peu plus de latitude. Ne serait-ce qu'en termes de conversion, quand tu es un joueur, quand tu as envie de t'approprier ton armée, tu as un petit peu envie de couper tes petits Deathwatch en fait. Ouais, voilà. Sur ton Deathwatch, tu vas aller chercher de la kill team. Tout à fait, c'est une armée qui est là pour la conversion. Tu as toujours, de base, il y a un kit de conversion inclus dans la boîte. Donc ça t'encourage un petit peu à modifier toi-même tes figurines. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne trouve pas ça au concept global de l'armée.
Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, on a fait le tour de la lecture et de l'analyse du codex Deathwatch. Merci beaucoup Lexa d'avoir été avec moi Avec plaisir. pour cet épisode. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un fucking gros pouce, un fucking gros fist, Le pouce bleu. à partager les vidéos et si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio et à nous aider, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description et on vous dit à plus les Wargamers. Salut les Wargamers. Touche à 3, si y a le personnage reroll D1 et qui derrière vont blesser sur du 2+, relance D1, il y a une putain de bouche. C'est efficace, hein. Ouais, c'est carrément efficace. Plutôt pour cette phrase automatique. C'est quoi ça? C'est une mouche. Une guêpe, non? Attends, je vais faire un jump. Ah, je crois qu'elle est sonnée là. Merci. Merci. Merci beaucoup, Alex. Désolé. Il a cassé le studio, le con. Il semblerait que mes soit plus violent que les tiens. Tes frites sont violentes.